m'appelle Benoît Collet, je suis trafic et growth manager donc chez Pledzi. Donc Pledzi, je vais être très rapide, c'est un logiciel de marketing automation, inbound marketing. Alors là tout de suite on se dit, ok, on est les concurrents français d'HubSpot. Donc ni plus ni moins, donc HubSpot c'est le gros mastodonte pour ceux qui ne connaissent pas le logiciel d'inbound marketing. Et donc l'idée aujourd'hui c'est de voir justement est-ce que ça fonctionne ou pas. L'inbound marketing ça inclut le SEO et donc moi j'ai été recruté il y a 1 an chez Pledzi pour justement optimiser le SEO. Quand on regarde la courbe, bah, en fait elle donne pas trop envie. Donc là c'était les 10 mois précédents ma venue en mars 2018 et quand on regarde les leads, bah, ça fait encore moins rêver. Donc là on se dit ok, on veut une solution d'inbound à nos clients et comment on fait pour convaincre quand nous-mêmes en fait on voit que le nombre de leads, alors bon, ça peut prêter à confusion mais en fait si on arrive à plus de 2000 visites au bout de 10 mois et on est à peu près plus 10 leads en moyenne et encore on voit que sur le dernier mois ça a même tendance à fléchir. Donc là, ça ne fait pas rêver. Et donc, on va voir ensemble dans quoi on était tombé. Ça, c'est un extrait du site d'HubSpot. Et c'est une statistique qui est sortie en 2015 qui dit que, en gros, si on publie plus de 16 articles par mois, on aura 3,5 fois plus de trafic que si on en publie moins de 4. Donc là, tout de suite, on se dit, OK, donc déjà, il y a beaucoup de sources, comme vous pouvez le voir. Une courbe qui fait rêver. Concrètement, en fait, on peut la lire autrement. On doit produire plus de 4 fois plus et on a 3,5 fois plus de trafic. Donc moi, je trouve que le ROI est moyennement bon. Et en fait, on était tombé en plein dedans chez Pledzi. Donc là, la spirale inbound, en fait, à aucun moment. Donc ça, c'est une spirale que j'ai empruntée à Rand Fishkin, qui est le fondateur de Moz, qui a fait une présentation à IMF à Rennes il y a quelques mois. On a eu la chance de l'interviewer, de discuter de tout ça. Et en fait, la spirale est très intéressante parce qu'en fait, à aucun moment dans l'inbound, on parle de quantité de contenu. On ne dit pas normalement, alors certes, il y a eu cette statistique et depuis, elle a été décrédibilisée. À aucun moment, on dit il faut que vous publiez 20-30 articles par mois. En fait, si on est une PME B2B, donc nous, c'est notre cas, on va tout de suite rentrer en fait en burn-out. Là, l'idée, c'est une démarche très opérationnelle. C'est une roue. Bon, je me suis adapté au template qu'on nous a fourni. Ça commence en fait par l'analyse de mots-clés. Donc ça, c'est la logique plutôt SEO. On va s'y attarder. Et les personas. Donc les personas, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'idée de regarder en fait le profil type de nos clients. Derrière, on va publier des contenus. Alors le problème, c'est quand on s'attarde beaucoup sur la publication de contenu, on porte moins attention à tout le reste. Et donc en fait, tout le reste derrière, c'est l'ensemble des canaux qui vont supporter le SEO. Et c'est pour ça que l'inbound est intéressant en fait, c'est que c'est pas juste le SEO. Moi, ça me fait rêver. J'ai toujours adoré en fait les conférences SEO où on ramène un maximum de trafic. Mais en fait, dans une PME B2B, un dirigeant, il va dire, moi, je veux des clients. Et du coup, du trafic, on aura beau arriver et faire un gros pic de trafic, si derrière ça signe pas, en fait, ça sert à rien. Donc l'idée, c'est de mettre en place cette spirale avec donc l'email, les réseaux sociaux, gagner en amplification, faire grossir sa base de contacts, gagner du coup en autorité, du coup on va pouvoir faire du lien, et ensuite on va pouvoir se positionner sur de plus en plus de mots-clés, et ainsi de suite, on revient à la case départ, etc. Et en fait, le problème dans l'inbound, c'est qu'on va s'attarder sur ça. On dit publier, publier, publier. Alors que l'idée, c'est de se lancer, commencer à créer du contenu et petit à petit en fait on va avoir de plus en plus de données et là toutes les conférences qu'on a vues pendant 2 jours vont nous aider en fait à aller de l'avant et on va avoir un cas pratique ensemble du coup. Donc ça c'était le cercle vertueux et en fait nous on était plutôt dans un cercle non vertueux, c'est-à-dire qu'on avait 246 articles et quand vous regardez les stats qu'on avait tout à l'heure, ça veut dire moins de 20 en fait, visites mensuelles par article. Donc là, ça ne fait pas rêver. Donc il est temps de faire un audit. Et donc c'est la première chose que j'ai fait il y a 1 an. Là-dessus, on a utilisé l'outil qui s'appelle URL Profiler. Il y en a plein d'autres. Tout à l'heure, on vous a parlé de Screaming Frog, etc. Moi, ce que j'aime bien dans cet outil, c'est qu'il va se coupler aux API de Search Console et Google Analytics. Notamment la Search Console, ce qui va être sympathique, c'est que on va d'abord scanner d'ailleurs avec Ahref. Donc tout à l'heure, il y avait Screaming Frog qui a été pas mal cité. On va exporter toutes les URL, on les rentre dans l'URL Profiler. Il va scraper toutes les données Search Console et les ajouter dans un tableur. En fait, l'idée derrière, c'est qu'on a un tableur qui est directement opérationnel, où on va avoir tous les mots-clés, impression par mots-clés, CTR, etc., etc. Et en plus, on a les données Google Analytics. Donc là, ça nous donne une vision globale des pages et on obtient ce genre de choses. Et là, c'est pas joli, joli. On voit en fait qu'on a plein de pages
qui ont 0 clic sur les derniers mois. Donc ça, en fait, c'est quelque chose que je vous encourage tous à faire. L'idée, c'est de regarder le nombre d'impressions. Donc on voit en plus, c'est vraiment pas très élevé. Les positions sont catastrophiques, hein, quand on en a qui sont à 160. Donc là, c'est typiquement des articles qui méritent notre attention. Donc l'idée, ça a été tout de suite de faire un export de tous ces articles qui avaient 0 clic ou moins de 10 par mois. Et on va analyser. Et donc là, voilà la triplette de l'inbound. Donc j'ai fait un pari, j'ai dit que j'allais mettre des photos de boules dans mes slides. Voilà, pari tenu. Du coup, j'aurais même fait le titre de la conférence, tant qu'à faire. Et donc l'intention. En fait, quand on regardait avec plein d'audits SEO, notamment les critères on-page, vous savez, sur les H1, etc., les mots-clés, en fait, les URL, on avait plutôt des bonnes notes. Et en fait, quand on regarde le résultat, on avait des résultats un peu catastrophiques. Et en fait, tout se situe au niveau des intentions. Alors là, on en a beaucoup entendu parler. L'idée, on va essayer de voir ensemble aujourd'hui, concrètement, en fait, dans une PME avec un trafic qui peut un peu stagner, comment on le met en place. Donc là, sur les intentions, on ne répondait pas du tout aux problématiques, c'est-à-dire qu'on restait en surface, on ne se différenciait pas du tout, par exemple, de certaines agences qui vont avoir du service à vendre, et donc c'est normal, ils ne vont pas donner les clés de la maison. Donc on va pointer du doigt un problème, et puis derrière, il n'y a pas l'outil opérationnel. En plus, on avait plein d'articles en fait, qui répondaient par exemple qu'est-ce qu'un persona, et puis en fait on ne décrivait pas vraiment ce que c'était. Et surtout, en conversion, pas très joli non plus, plus on publiait et plus le taux de conversion baissait. Donc ça c'est pour le diagnostic. On va justement voir que, attention, c'est pas juste défaitiste, hein, l'inbound c'est bien. Là en fait on voyait, alors je vais mettre des mots anglais, désolé, le content shock, j'ai pas réussi à le traduire en fait en français vraiment bien. C'est ce graphique qui montre que les contenus produits dans le monde explosent et le taux d'attention en fait n'augmente pas, et du coup on a une overdose. Et donc, est-ce qu'il y a une réponse à ça? Oui. Alors là, on parle de triplette justement. Je me dis, tiens, on m'embauche pour faire du SEO et qu'est-ce que je préconise? Tiens, on va passer au slow content. Donc, pour l'anecdote d'ailleurs, le fait d'avoir parlé de ça dans notre blog, les personnes qui ont lancé le concept de slow content sont devenues clients. Le slow content, en fait, le principe, c'est de réduire la cadence, tout simplement ralentir. Ça va avec toute cette démarche actuelle dans le monde globalement qui est de recycler, qui est avoir bien-être écologique. Et l'idée, c'est de dire, OK, on crée plein de pages, qu'est-ce qu'on en fait? Donc toutes ces pages-là qu'on a créées, ces 246 articles, comment on va potentiellement les réutiliser pour qu'ils soient utiles? Plutôt que de continuer à créer du nouveau, optimiser, etc., cracher du contenu, on va repartir de tout ça. Donc là, au niveau de la méthode. La base, c'est la Search Console, encore et toujours. On va prendre un cas pratique sur le persona. Le persona, donc là on en voit 4 sur l'écran, mais il y en a 5. On avait 5 articles qui traitaient des personas. Les 2 premières avaient pas mal d'impressions, étaient plutôt bien positionnées. Donc Buyer Persona Marketing était en première page sur Buyer Persona. Et la deuxième sur définition était aussi en première page sur la définition du Buyer Persona. Par contre, les 2 d'après, en fait, on voit qu'elles ne servent à rien. Donc là, comme je disais tout à l'heure, je me suis dit, tiens, on va faire le feignant, on va dire, on va détruire des pages. Non, en fait, j'étais pas sûr à 100% de mon coup, donc j'en ai gardé 2. Et aujourd'hui, Buyer Persona Définition existe toujours, mais en fait, elle est devenue un peu comme celle d'après, il va falloir que je les fusionne. Donc ce qu'on va faire, on va prendre les 3, dont une qu'on ne voit pas, on va les fusionner en fait dans Buyer Persona Marketing. Et donc la méthode consiste d'abord à regarder les opportunités. Avant de tout refondre, on va regarder, confirmer qu'il y a bien un potentiel SEO. Donc là, on voit tous les mots-clés. Donc ce qu'il faut faire, je ne sais pas comment fonctionne le laser, on va aller prendre la page qui contient persona. On va prendre tous les mots-clés, on va prendre les clics, impressions, CTR, position, on va exporter tout ça. On en fait un Excel. On le remet ensuite dans Ahref. Alors Ahref, il y a plein d'autres outils. Nous, c'est celui que l'on a, Moz, etc. Et on va regarder en fait les volumes, les clics. Donc Buyer Persona, c'était pas mal. On avait 500 requêtes mensuelles. Par contre, on voyait que tout ce qui était sur Persona Marketing, on n'y était pas du tout présent. Et Persona avec ou sans S, idem. Et les volumes sont nettement plus importants, jusqu'à 15 fois plus élevés. Sauf que Persona, ça va être assez compliqué au niveau difficulté. On voit Keyword Difficulty, donc c'est le premier. On est à 19, il y avait du monde qui se battait pour ce mot-clé. Donc là, on s'est dit, en fait, on peut faire une pierre de coups en rajoutant Buyer Persona Marketing. Et ensuite, on va regarder toutes les intentions. Et c'est là que je veux en venir. On voit qu'il y a des mots-clés, par exemple, les exemples. On voit qu'il y a cette notion de marketing qu'on ne traitait pas directement en fait, dans nos pages.
Et donc, on va regarder toutes ces intentions. Donc là, la première, quand on réfléchit et on se dit, qu'est-ce que vont chercher les gens quand ils parlent de persona? La première chose, les gens ils vont chercher à comprendre ce que c'est, donc ils vont chercher une définition. La deuxième chose, ils vont regarder pourquoi. Déjà, pourquoi je m'y intéresse? Pourquoi les définir? Ensuite, comment on fait? Et dernièrement, comment les utiliser? Et donc ça, c'est bien, c'est typiquement ce qu'on va retrouver dans un peu tous les articles. On avait à peu près la même trame, qui est assez classique. C'est ce qui va remonter également dans les outils SEO. Derrière, donc ça, comment on l'a traduit? On a fait notre article et derrière, on fait des encres en fait. On fait l'introduction de l'article, on fait une encre et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'aujourd'hui, même dans les SERP, si vous tapez par exemple pourquoi définir ces personas marketing, vous allez avoir directement l'encre qui est affichée dans les résultats de Google. Vous pouvez cliquer dessus et vous arrivez directement dans la bonne partie de l'article. Donc ça fonctionne plutôt bien et en plus, ça aide le lecteur parce que concrètement, s'il veut juste voir comment le créer, eh ben, il peut directement aller à la bonne section. Parce qu'on dit, c'est vrai qu'on parle souvent de faire des master articles. En navigation, ça peut être compliqué. Quand on a des articles qui font 2-3 000 mots, ce type de navigation peut aider. Dernière chose, en fait, c'est qu'on va, dans les intentions, on va regarder, on se met à la place de la personne qui a lu cet article. C'est un marketeur B2B comme nous, ou pas d'ailleurs, vous pouvez être B2C, etc. L'idée, c'est comment il va utiliser tout ça. Ben, en fait, derrière, il veut l'utiliser. Donc, pour faire un persona, il faut d'abord faire une trame de questionnaire. Pour réussir l'enquête, etc. Il va chercher des exemples pour voir s'il est à côté de la plaque ou pas, voir comment les autres ont fait. Et ensuite, il va chercher un modèle. Et donc, en fait, tout ça, on en a fait un kit. Et du coup, au niveau des intentions, au niveau aussi des mots-clés, on retrouve tout ça dans ce master article. Donc, en fait, on a capitalisé sur les différents articles qu'on avait créés avant. On les a tous mis ensemble pour pouvoir monter sur des requêtes plus compliquées. Et en plus, on va créer des kits opérationnels, mais je vais revenir dessus. Un autre outil qui est très sympa qu'on a utilisé, c'est 1.fr. Il y en a d'autres. C'est des moteurs de sémantique. Derrière, il va être capable de voir, en fait, donc là, il filtre, il me semble, sur toutes les requêtes à plus de 3 mots. Et en fait, il va être capable de voir les intentions liées. Donc, typiquement, quelqu'un qui cherche un persona marketing, il est dans ce contexte. Il veut identifier ses clients, il veut développer son marketing, il veut toucher des cibles, etc., etc. Il veut mesurer le ROI. Donc ça, potentiellement, c'est plein d'idées d'articles aussi pour créer, alors il y en a beaucoup qui parlent du cocon sémantique, là ça peut être aussi pour alimenter en fait votre planning éditorial. Donc ça c'est toutes les intentions pour persona marketing. Voilà, on a vu comment ça se retranscrivait après dans l'article. J'ai un autre exemple, par exemple sur le funnel, qui est un peu un contre-exemple. Funnel, on avait un article qui était celui-ci, choisir le contenu idéal à chaque étape du funnel. L'idée, c'était de placer, par exemple, si on a une étude de cas, à quel moment ça intervient dans le parcours d'achat. Si on a un article de blog sur le persona, par exemple, à quel moment ça intervient aussi. Et en fait, on se rendait compte qu'on était en première page, mais en fait, non, c'était juste une photo. Ça remontait dans Ahrefs, en fait, c'était juste une photo qui arrivait en première page, en effet, sauf que c'était une belle photo prise de Shutterstock avec des lorem ipsum. Donc ça ne le fait pas trop. Donc en réalité, même si on avait l'impression qu'on avait du trafic potentiel, ça ramenait rien du tout. Donc là, on s'est dit, OK, normal, intention, les gens, on est bien référencé parce qu'il y a le modèle. On s'est dit, bah, OK, on va faire un deuxième article. Et donc ça, c'est bien la stratégie. Soit on a plein d'articles qui se cannibalisent, on les regroupe ensemble, on en fait un master. Soit on veut tester des nouvelles intentions. Et là, plutôt que de prendre le risque de perdre son positionnement sur la première page, nous, on a, alors c'est voué à discussion, il y en a qui vont dire directement de tout regrouper. Nous, on va d'abord publier avec la nouvelle intention un nouvel article, donc qui est celui-ci, Funnel Marketing B2B. On a décrit tous les différents types de funnels. Il y a les funnels Growth Hacking, par exemple, avec le modèle AR. Il y a les funnels plutôt inbound, avec découverte, évaluation, achat. Il y en a plein d'autres, les tofu, mofu, etc. On a tout condensé dans un article, on l'a publié. Et là, ce que l'on a vu, c'est qu'il est venu se positionner juste derrière l'autre, en fait. Mais cette fois-ci, c'était le vrai article, c'était pas juste l'image. Donc là, en fait, les deux articles sont remontés en première page, et donc on voit qu'on a deux résultats dans les SERP. Donc là, on se rend compte que même Google n'est pas capable de dire si le chercheur, la personne qui va chercher sur Google, va chercher plutôt une définition du funnel, ou s'il va chercher comment l'utiliser en fait derrière avec ses contenus. Donc là, on vient de valider en fait qu'on avait une opportunité, et on va pouvoir faire le même démarche qu'on a fait juste avant, c'est-à-dire les fusionner et en faire un master article pour passer de la 4e et 5e position au top 3. Autre chose, et ce qu'on a remarqué, c'est que là, on était sur 300 en volume.
quand on regarde sur Funnel, sans marketing, on est remonté également en première page avec les 2 articles. Donc là, c'était la même histoire. C'était juste l'image qui était là et qui fluctuait pas mal. Tu m'étonnes, hein, lorem ipsum. Donc là, on voit que typiquement sur Funnel tout court, là, Google estime que c'est l'autre article qui est en tête, celui qui définit le funnel. Donc là, voilà, vous avez 2 types de cas. Donc nous, ce qu'on encourage, c'est de publier avec des nouvelles intentions et ensuite d'en faire un master article pour petit à petit capitaliser dessus et monter en SEO. Et donc, ce que l'on voit en plus, c'est que ça permet, par exemple, avec un WordPress, on peut republier l'article. Celui qu'on supprime, on fait une redirection 301. Et celui qu'on fait, on refait la publication, on met à jour les balises schema.org, etc. Et du coup, en fait, on publie 2 fois l'article. Donc, au niveau de l'inbound, ce qu'on voyait tout à l'heure, la fameuse spirale, on va refaire une promotion email, refaire des réseaux sociaux, etc. Et donc, en fait, c'est 2 en 1. Au niveau des intentions, donc si on résume la chose, nous on a catégorisé en fait les différents types d'intentions. Donc au final, ça se rapproche des fonctionnalités de notre produit. Mais surtout, en rouge, on avait 2 gros types d'intentions. La première, c'était que les gens ils cherchaient à être guidés, avoir une stratégie, avoir un ROI. Donc c'est les logiques un peu CMO, donc le directeur marketing, qui va chercher à évaluer et pas juste dire bon comment on fait sur Facebook pour créer une publicité, par exemple, ou et donc derrière, au niveau de l'opérationnel, il va chercher à creuser. Et ça, c'est vraiment la grosse différenciation qu'on a fait depuis 1 an. C'est qu'on n'est pas juste resté sur le théorique du concept, par exemple, du persona. C'est qu'on va nous-mêmes mettre les mains dedans. On est aussi des marketeurs. On se met à la place du chercheur. Et en fait, c'est une chance. C'est vrai que par le passé, j'ai dû travailler, par exemple, dans l'industrie sur des choses, des logiciels de traçabilité. Bon, c'est pas la même chose et c'est tout de suite un concept. C'est plus dur de se mettre à la place du chercheur. Mais là, du coup, on avait une grosse chance. On crée les outils et on va donner les bonnes pratiques, etc. Et ça va nous servir à nous différencier. En fait, on est face au géant HubSpot. Donc comment on fait? On va l'appeler le concurrent mammouth pour se différencier. En fait, on va faire ce que eux ne pourront jamais faire. C'est-à-dire qu'on a exactement le même profil que nos clients types, que nos personas. En fait, on se fait inception, c'est-à-dire que depuis 1 an, tout ce qu'on met en place, on le documente et ensuite on en fait un contenu, etc., etc. Et donc tous les contenus qu'on crée, on essaye de les recycler. Une majorité de ce que vous voyez ici, je l'ai déjà utilisé à un moment clé. Une copie d'écran, j'en ai déjà parlé. On a fait un événement avec nos clients en octobre. On avait présenté, c'était pas la même chose, mais on parlait un peu des mêmes concepts. Et donc c'est cette idée d'inception, sans dire qu'on radote. Hein. À chaque fois, on essaie d'ajouter des nouvelles choses. On documente ce que l'on fait, on se voit un peu comme des explorateurs. Donc dès que nos clients, par exemple, ils posent des questions, alors maintenant ils en jouent un petit peu d'ailleurs. Ouais, tiens, comment vous faites pour faire de l'outreach? Ok, d'accord. On se dit cool, on va faire un contenu, on teste, on fait, et derrière on en fait des contenus. Des exemples, concrètement, comment ça se traduit. Ça, par exemple, c'était un article sur les statistiques de content marketing. Si vous tapez ça dans Google, vous allez avoir 50 exemples 50 statistiques de content marketing, etc. C'est à celui qui a la plus longue. Et on s'est dit, bon, comment on fait différemment? Tout simplement, déjà, on a lu tous les articles. Bon courage, parce qu'il y en a beaucoup quand même des statistiques. Ce sont tous des articles à celui qui fait 2000, 3000 mots. Et en fait, on s'est dit, bon, ok, moi ça me saoule, donc ça doit saouler aussi les autres gens. Donc on va faire le ménage. On a enlevé tout ce qui ne relevait pas du content marketing. Typiquement, il y avait plein de stats sur Facebook, sur Twitter, etc. C'était plutôt sur les réseaux sociaux. Et en fait, on a gardé que le meilleur et celle qui faisait sens. On a rajouté les sources, donc là en plus il y a eu Medic Update depuis, donc ça nous a bien servi. Et on a vérifié, on a actualisé, on a mis, donc c'est que des stats globalement d'à peu près 2018. Et surtout, on a donné un point de vue et on a mis en forme, en fait. C'est tout simple, hein, c'est visuel, c'est fait sur Canva ou Pick2Chart, je ne sais plus lequel, je crois que c'est Pick2Chart. C'est des outils gratuits, donc moi je suis une bille en design. Par contre, on peut faire ce genre de petit design très simple qui permet d'être partagé sur les réseaux sociaux, etc. Donc là, l'idée, c'est de faire différemment. Le contenu, au final, il n'est pas si long à faire. Le gros du travail, il était à aller chercher, à trouver ce que personne n'avait fait, c'est-à-dire faire moins. Ouh, super original. Mais l'idée, c'était de vérifier les sources. Et ça, on a remarqué que c'est une énorme opportunité, quel que soit le secteur. Dès qu'on travaille, en fait, dès qu'on va creuser un petit peu, on arrive à faire différemment. S'il y en a qui sont familiers avec la technique du Skycrapper, typiquement, là, on est en plein dedans. Il faut travailler plus que les autres, en fait. Il n'y a pas de secret.
On aurait pu aussi faire comme tout le monde, aller prendre les stats aux US, passer un petit coup dans DeepL, republier, modifier 2-3 trucs, rajouter 2-3 images et hop, ça aurait peut-être marché. Mais en fait, là, ce que ça nous a permis de faire, c'est le fait de prendre position, donc prendre parole et de faire ce travail de filtre. Et bien en fait, on a eu des retours super positifs, c'est-à-dire que déjà, on a passé plus de temps à aller liker. En fait, ce qu'on fait, juste pour la méthodo, on fait un brief. On liste tous les concurrents dans la SERP, donc le top 10. On les met dans un document, on les garde, on va analyser, on les passe tous dans Ahref ou n'importe quel autre outil, et on va regarder en fait leurs backlinks, les partages réseaux sociaux, et en fait on va essayer d'aller leur les piquer. On va regarder qui a interagi, qui ont été leurs relais, qu'est-ce qui a fait que eux ont été bien placés, et on va aller liker tous ces gens. Tous les gens qui ont partagé les articles concurrents, il y a notre community manager en fait qui va aller plutôt que de publier, elle va aller liker, elle va aller rentrer, discuter, etc. Et en fait on se rend compte qu'on a fait des super rencontres. Il y a des gens qui ont bien aimé en fait le fait qu'on prenne le contre-pied. On a vu qu'il y avait des gens qui avaient publié dans des forums qui se foutaient tout simplement de la gueule des autres gens, qui avaient publié des listes ultra longues qui n'étaient même pas vérifiées. Il y avait des chiffres qui étaient faux en plus dedans et qui disaient mais où va-t-on en fait? Et tout le monde suivait la même démarche, tout le monde faisait la même tactique. Donc du coup ces gens-là en fait c'est devenu des alliés et aujourd'hui ça permet d'avoir du backlink, ça permet d'avoir des relais. Donc là on est en plein dans la spirale inbound qu'on voyait tout à l'heure. Un autre exemple, c'est cet article. Pareil, on l'a vu dans BuzzSumo, on aurait pu faire un bon gros DeepL bien sale et donc traduire automatiquement, rajouter quelques exemples. Il y avait plein d'articles qui traitaient de ça. Les contenus pour assurer un prospect, tout simplement, ça va être mettre vos clients, parler des cas clients, mettre des logos de certification, etc. En fait, on s'est dit, mais ok, ils font tous la même chose, ils citent tous les mêmes gros acteurs, des Hootsuite, des buffers, etc. Et en fait, on s'est dit, mais ok, on va faire différemment. Déjà, on va prendre que des exemples français, et puis tant qu'à faire, on va prendre que nos clients. Et du coup, nos clients, ils étaient ravis, ils ont été cités. Nos clients, ils ont tout intérêt à, s'ils réussissent sur le web, il y a de fortes chances en plus qu'ils, derrière, continuent à acheter notre produit. Donc du coup, on leur a fait du backlink en dofollow, et derrière, ça a été tous des relais. Donc ça, c'est des exemples, en fait, on n'y pense pas forcément, c'est l'idée de capitaliser sur ces rencontres. Je vous donne des exemples ici, on fait des rencontres SEO, etc. C'est des gens avec qui vous pouvez potentiellement faire un webinar plus tard, des gens qui vont être des relais. Et en fait, ça, le réseau, en SEO, on va parler de techniques SEO, etc. Mais des fois, juste le réseau, juste ses clients, ses partenaires, ça peut être un énorme boost pour faire du backlink, pour faire du partage. L'autre exemple, une tactique qu'on a pu tester qui marche aussi pas mal, c'est quand on fait des tests d'outils. On en cite beaucoup en fait. Aujourd'hui, on donne toutes nos stacks, ce fameux truc à la mode. Qu'est-ce que vous utilisez comme outil? On donne tout. Et en fait, on les met en nofollow. Et en fait, on attend que les gens viennent nous voir. S'ils ne viennent pas nous voir, on ne le change pas. S'ils viennent nous voir, on fait un discours. Et en fait, potentiellement, c'est des gens avec qui depuis on a fait du webinar. On a négocié en fait qu'ils partagent l'article, etc. Et donc en fait, tout ça, c'est des relais potentiels. Donc le nofollow peut être utile. Dernier exemple de différenciation, ça a été de créer des rendez-vous humains. Donc là, en fait, pareil, on s'est rendu compte que nos concurrents, qui étaient les grands mastodontes, ne le faisaient pas forcément. Ceux qui faisaient des webinars, c'est le vieux truc à la papa, ils se disent « Ok, ça coûte cher, c'est long à organiser, etc. » Et en fait, en général, c'est des gens qui vendent. Donc vous arrivez, ça vous fait un pitch commercial, c'est un peu comme des fois les conférences, et vous avez l'impression d'avoir perdu une demi-heure. Donc on s'est dit, ok, est-ce qu'on peut le faire différemment? Moi, quand j'arrive ici et que je vois toutes ces conférences avec des gens ultra calés, je me dis, non, c'est pas moi qui vais faire une conférence vendredi à 16h15. En fait, j'avais peur. Et donc du coup, on s'est lancé. En fait, ça a cartonné parce que les gens, juste, on dit ce que l'on fait. On ne prétend pas être des sachants, on ne prétend pas faire mieux que les autres ou quoi que ce soit. Je vous présente un article sur le persona, il n'est pas top 1, hein. Il est sur la première page, on a encore à l'optimiser, c'est du travail. Mais au moins, le fait d'être transparent, humain, etc., en fait, on s'est rendu compte que tous les clients qu'on a signés depuis 1 an, ils ont tous vu au moins un webinar, ils adorent, ils en redemandent. Donc ça, c'est un vrai investissement. La première fois qu'on l'a fait, ça a pris un temps mais monstrueux. C'est-à-dire qu'on a dû travailler à peu près 1 semaine à 2 personnes pour le préparer. Et puis maintenant, en fait, on a tellement l'habitude que ça nous prend 2 jours de boulot, mais divisé par 2, donc 1 jour de travail. On se permet même de mettre des chemises ultra kitsch, etc. Donc ça fait mal aux yeux, ça. Donc voilà, et ça, c'est... Donc, ça, je ne dis pas que ça marche dans tous les secteurs, mais c'est un moyen de se différencier. L'autre chose pour se différencier, c'est que tous les outils qu'on utilise, on en fait des kits, on les donne publiquement.
contre un email, forcément, on est inbound quand même. Et en fait, on en fait des vidéos tuto. Alors ça, pareil, j'étais pas fan au début, et puis en fait, ça cartonne, et même en SEO, c'est très très bon. C'est-à-dire que quand vous l'incluez dans l'article, ça remonte en première page, etc. Donc ça marche plutôt bien. Ça, c'est un kit pour retrouver tous ces outils de cartographie. Peut-être que vous avez déjà eu cette problématique. Trouver tous ces contenus. Le commercial qui dit hey, « t'as fait un webinaire qui parlait de tel truc il y a 3 mois, tu peux pas me donner le lien ?» Donc là, on en a fait un article. Et un kit, c'est juste un Excel amélioré. C'est super simple. En vrai, quand on réfléchit au kit, c'est des choses qui nous prennent 3 heures à faire. Et derrière, je vais vous montrer tout à l'heure le nombre de leads, c'est juste hallucinant. Jamais j'aurais parié là-dessus en fait. Et juste parce que ça répond à une problématique de manière assez simple. C'est pas juste un article qui survole, on met les mains dans le cambouis. Donc, pour finir sur tout ce qui est différenciation, en fait, tout est dans la méthode. Ça, c'est un peu notre stack. Donc déjà, j'ai ce livre qu'on peut conseiller. Il n'est pas du tout technique. Il est super simple à lire. Il y a des parties qui sont un peu moins intéressantes que les autres. Mais en fait, il parle pas mal de la technique Skycrapper également. Et il parle de la méthode. Vraiment, comment on fait pour garder le rythme. Parce qu'en fait, c'est tout ça. L'inbound, ce n'est pas une notion de quantité, c'est une notion de régularité. C'est est-ce que vous le faites toutes les semaines? Tout le monde peut courir un marathon un jour. Par contre, tout le monde ne peut pas faire son footing tous les jours. Donc là, l'idée, c'est vraiment se structurer. Et donc la première chose, donc on a Asana, il y en a plein d'autres, Trello, juste un Google Sheet ou ce que vous voulez. L'idée, c'est de centraliser en fait toutes nos idées. Dès qu'on fait un audit, on met toutes les idées d'articles, on les relie à Google Drive et on fait le suivi en fait derrière. Où est-ce qu'on en est au niveau de la production? Quel est le type d'article? C'est une refonte, c'est une création? Qui s'en occupe? Est-ce que c'est prioritaire ou pas? Donc ça nous permet de s'organiser. Et l'autre chose, c'est BuzzStream. C'est une sorte de CRM pour les marketeurs. En fait, ils ont une petite extension qui est pas mal. Bon, ça coûte un peu d'argent. BuzzStream, je crois que c'est, je sais plus, ça doit être dans les 80-100 €. Il y en a forcément d'autres. Là, par contre, j'ai pas fait mon travail de recherche. S'il y en a qui connaissent, l'idée, c'est de vraiment suivre tous les sites. Et il va automatiquement en fait chercher tous les contacts. Il va mettre l'autorité du domaine, à quelle fréquence il poste. L'idée, c'est de suivre en fait votre outreach. Et donc ça, c'est primordial parce que personnellement, j'aimerais y passer beaucoup plus de temps, mais juste, c'est pas possible. Je vais le faire une fois toutes les 2 semaines ou des choses comme ça. En fait, notre community manager, dès qu'elle est sur les réseaux sociaux, qu'elle voit des pages intéressantes, etc., elle les rajoute dans des projets. Et en fait, quand on fait l'outreach, on a nos modèles d'email et on va pouvoir en fait aller contacter les gens, voir où on en est. Donc ça veut dire que si concrètement on part en vacances, derrière on revient, on n'a pas oublié où est-ce qu'on en était, ça centralise tous les emails, etc., etc. Il y a un autre outil que j'ai cité tout à l'heure, que je n'ai pas mis dans cette slide, c'est 1.fr, qui est vraiment intéressant sur l'enrichissement sémantique. Donc ça, c'est vraiment dans le détail. On ne va pas forcément mettre du keyword stuffing, de toute façon, ça ne marche pas de mettre tous les mots-clés, mais on va mettre des thématiques sémantiques. Dernière chose, donc là, c'est pour la conversion. En fait, chez Pledzi, je pense que ça doit être pareil chez pas mal de gens, on s'en fout du trafic. Concrètement, si demain je fais un pic de trafic, limite on va m'engueuler. J'exagère. L'idée, c'est de générer des rendez-vous pour nos commerciaux. Donc c'est même pas des leads, c'est même pas des conversions, c'est ce qui se passe encore après. Mais déjà au niveau conversion, quand on voit les kits, donc là je vous ai mis des statistiques. Elles ne sont pas tout à fait à jour parce que depuis on est à beaucoup plus avec le kit Persona, on est à plus de 2000. Vous avez les visites, les téléchargements, c'est les conversions classiques Google Analytics, et les contacts, c'est les nouveaux leads. Donc là il est capable de dire qui on ne connaissait pas. Et donc là vous voyez les statistiques, on va taper, on est en moyenne entre 15-20% sur nos landing pages. Et on va taper par exemple le kit planning éditorial à 74% à l'instant T, hein, depuis ça fluctue. L'idée en fait c'est que c'est la manière dont on les amène dans nos articles. C'est-à-dire que là, par exemple, on a l'article sur le persona. Au bout d'un moment, on va vous dire, bah, attendez, la problématique, elle est là. On va mettre une petite bannière qui n'est pas en train de bouger dans tous les sens, qui est plutôt sobre, qui s'incruste dans du blanc. Et les gens, en fait, vont concrètement cliquer beaucoup plus facilement dessus. Et derrière, en fait, on a vu sur l'autre kit, 3 personnes sur 4 qui convertissent. Au niveau des résultats chiffrés, franchement, j'ai presque honte quand j'ai vu certaines confs avec les courbes, mais on en est plutôt content. L'idée, on est passé donc entre juin 2018 et mars 2019, typiquement en position 1 de 32 à 75. Et là, vous voyez l'évolution, c'est à peu près du x2, x3 sur l'intégralité des positions jusqu'à la 2e page. Et surtout, en fait, quand on voit les chiffres, ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. On était à 460 leads à peu près venant du SEO sur 10 mois. Là, on est passé à 1479. Donc là, tout de suite,
c'est plus en chiffres, en conversion. Donc en fait, en trafic, c'est pas si énorme, hein, concrètement. Moi, je m'attendais, j'osais espérer faire beaucoup mieux. Et en fait, c'est le taux de conversion qui est surtout important, qui fait également x2. Donc là, en termes de B2B, on a des leads qui sont à peu près 3 fois plus importants et surtout qui sont en fait de très bonne qualité. Et c'est ça qu'on a vu vraiment la grosse différence. Et là, je vous montre pas sur une slide, mais quand on discute avec les commerciaux, aujourd'hui, quand ils ont un lead qui arrive, qui vient du SEO, ils sont juste ravis parce qu'ils savent qu'ils vont presque le signer à coup sûr. Donc ça, c'est cool. Donc, si on conclut, pour la triplette, aujourd'hui, moi j'ai toujours rêvé, quand je suis arrivé chez Pledzi, je me suis dit, je vais faire un cocon sémantique. Je suis content. En fait, j'ai jamais pu le faire, ce cocon. On va faire la refonte, là, on est en train de la prévoir. Et en fait, aujourd'hui, on fait le netlinking progressif. Donc, j'ai vu tout à l'heure, par exemple, une conf super intéressante sur Gephi. C'est quelque chose que j'essaye de faire aujourd'hui avec Fusion Table, mais c'est pas aussi puissant. Et en plus, ça va disparaître en décembre, c'est un outil de Google. L'idée, c'est de petit à petit, je fais une requête toute simple d'ailleurs, qui permet de faire du cocon, du bon netlinking sans outil. C'est juste, je tape site.pledzi.co et je tape la requête. Et donc, je vais voir tous les articles qui en parlent. Par exemple, sur le funnel, on voyait tout à l'heure, je vais taper funnel, cycle d'achat, cycle de vente. Je vais voir tous les articles qui parlent de ce concept et je vais faire les liens vers l'article quand je le refais. Donc, en fait, dès que l'article est republié, je crée des liens internes pour le booster en plus des backlinks. Donc ça, c'est progressivement, petit à petit, en fait, j'espère arriver à des beaux cocons. La différenciation, bah là, comme je vous ai dit tout à l'heure, on fait avec les explorateurs et en conversion. Donc, du coup, ça se convertit par 3 fois plus de leads et de clients. Normalement, c'est bien ça. Merci à tous.